Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration claire et détaillée de l'anatomie du système reproducteur féminin. Considérez ça comme une visite guidée pour vraiment comprendre chaque élément et son rôle. Alors rentrons directement dans le vif du sujet. Ce système, c'est une véritable merveille d'ingénierie biologique. Chaque partie est fascinante et a un rôle bien précis dans le grand orchestre de la reproduction. Pour y voir plus clair, il faut imaginer que tout ça se divise en deux grandes zones. D'un côté, on a les organes internes, ceux qui sont à l'intérieur, bien cachés, qui gèrent la création des ovules et la gestation. Et de l'autre, les organes externes, qui assurent la connexion et la protection. Voici le programme de notre visite. On va procéder de manière logique. On commence par l'organe central, l'utérus, puis on explorera tout ce qui se connecte à lui. Ensuite, on verra le réseau qui soutient le tout, et on terminera sur la capacité d'adaptation assez incroyable de cet ensemble. Allez, premier arrêt, l'utérus. C'est vraiment la pièce maîtresse du système. C'est un muscle creux, unique et situé au centre du petit bassin. C'est ici que la magie de la grossesse opère. En gros, l'utérus a 4 grandes missions, qui sont toutes liées bien sûr. Chaque mois, il prépare son petit nid, l'endomètre. Si un œuf fécondé arrive, il l'accueille. Ensuite, il nourrit le fœtus pendant 9 mois. Et enfin, il se contracte avec une force incroyable pour l'accouchement. Quelle polyvalence! Pour bien le visualiser, l'image d'une poire à l'envers, c'est parfait. Et sa position est super stratégique. Il est bien calé dans le bassin, entre la vessie devant et le rectum derrière. Si on regarde sa structure d'un peu plus près, on peut distinguer 4 parties. Tout en haut, cette espèce de dôme, c'est le fondus. Juste en dessous, la partie principale où le bébé grandit, c'est le corps. Puis une petite zone de jonction, l'isthme, qui mène au col, la porte d'entrée et de sortie de l'utérus. Ok, on a vu la maison. Maintenant, intéressons-nous à la source des ovules et au chemin qu'ils empruntent. Direction, les ovaires et les trompes de Fallope. Ce qui est fascinant avec les ovaires, c'est qu'ils ont un double rôle. D'un côté, ils fabriquent les ovules, ça c'est leur fonction exocrine, et de l'autre, ils produisent les hormones féminines, comme les oestrogènes et la progestérone, c'est leur fonction endocrine. Les trompes, elles, sont plus spécialisées, ce sont les voies de transport, et c'est très souvent à l'intérieur que la rencontre avec un spermatozoïde a lieu. Et ce voyage de l'ovule, c'est une sacrée aventure. D'abord, l'ovaire le libère. La trompe, avec ses petites franges, le capture. S'il y a fécondation, elle a lieu dans la trompe. Puis, le fécondé entame un voyage de plusieurs jours pour atteindre l'utérus et, enfin, s'implanter dans la paroi. Chaque étape est millimétrée. Continuons notre exploration en allant vers les structures qui connectent tout ce système interne au monde extérieur. C'est à la fois le point de contact et la première ligne de protection. Le vagin, c'est ce conduit à la fois musculaire et membraneux qui fait le lien entre le col de l'utérus et l'extérieur. Et ce qui est vraiment remarquable, c'est son élasticité qui lui permet de jouer un rôle clé dans les rapports sexuels, mais aussi, bien sûr, lors de l'accouchement. La vulve, c'est en fait l'ensemble de tout ce qu'on voit à l'extérieur. Ça inclut le mont de Vénus, les grandes et les petites lèvres qui ont un rôle de protection, le clitoris, et puis cette zone qu'on appelle le vestibule, où l'on trouve l'ouverture de l'urètre et celle du vagin. Une anatomie bien plus complexe qu'il n'y paraît. Bon, on a vu les organes principaux, mais comment tout ça tient en place? Comment ça se nourrit en sang et en oxygène? C'est là qu'intervient tout un réseau de soutien, un peu comme l'infrastructure invisible d'une ville. Il faut voir ces ligaments un peu comme les câbles d'un pont suspendu. Ils ancrent très solidement l'utérus, les trompes et les ovaires à l'intérieur du bassin, tout en leur laissant une certaine souplesse de mouvement. Leur solidité est absolument cruciale pour maintenir les organes en bonne position. Et pour que tout ce petit monde fonctionne, il faut du carburant, donc du sang. L'alimentation est assurée principalement par 2 artères. D'un côté, l'artère utérine, qui vient de l'intérieur du bassin, et de l'autre, l'artère ovarienne, qui, elle, naît beaucoup plus haut, directement de l'aorte. Mais le plus intelligent dans tout ça, c'est que la nature a prévu une sécurité. Ces 2 artères ne travaillent pas chacune dans leur coin. Non, elles se rejoignent et créent ce qu'on appelle une anastomose, une sorte d'arcade. Ça garantit que même si l'une des voies est un peu moins performante, l'autre peut prendre le relais. C'est un approvisionnement sanguin sécurisé. Et pour finir, il y a un point qui est vraiment essentiel à comprendre. Cette anatomie n'est pas du tout statique. Elle n'est pas figée. Au contraire, elle est conçue pour le changement, pour des transformations absolument spectaculaires. Regardez ce chiffre. 32 cm. Ça peut paraître abstrait, mais c'est la hauteur que peut atteindre l'utérus en fin de grossesse. Ce simple nombre témoigne d'une capacité d'étirement et de croissance qui est juste phénoménale. C'est fou quand on y pense, hein?
On part d'un organe qui fait la taille d'une petite poire, qui pèse entre 50 et 70 grammes, et il devient une structure capable d'accueillir un bébé, le placenta, le liquide amniotique. C'est vraiment l'une des adaptations les plus extraordinaires du corps humain. Alors, après avoir vu toute cette mécanique incroyable, cette structure fascinante, la question qui se pose c'est qui est le chef d'orchestre? Qu'est-ce qui commande le cycle tous les mois et qui prépare le corps à une transformation aussi radicale que la grossesse? Eh bien, la réponse se trouve du côté des hormones, mais ça, c'est une toute autre histoire.